Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On arrive enfin sur le dernier chapitre de la campagne impériale avec un bref survol, que j'espère bref, parce que c'est un gros bébé de plus de 200 pages, d'Empire in Ruins, donc qui est le dernier Empire en ruine, dernier épisode de la nouvelle campagne impériale. Oups là, ça je vire. Donc on arrive directement dans une superbe illustration de Ralph Olschi, donc qui est un peu le monsieur qui fait toutes les couvertures de la campagne impériale V4 et qui a fait beaucoup de choses sur la V2. Vous voyez, le bouquin a été bien utilisé, j'ai vraiment beaucoup... j'ai eu besoin de ce livre pendant toute la campagne et ça a été un très gros morceau pour moi. Donc on commence avec l'introduction qui veut vous donner très rapidement, comme d'habitude, une crash course, donc un synopsis bref de l'histoire, avec les différents chapitres que vous aurez l'occasion de revoir au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire les chapitres, le découpage du livre. Donc, l'histoire, je vais y revenir, on va pas trop s'embêter. Les chapitres aussi, donc on va passer là-dessus, on va essayer d'avancer. Donc, en fait, toute l'histoire retourne autour d'un démon qui s'appelle Char Agretu, que Sigmar a combattu à la fin de sa vie, donc après qu'il soit devenu empereur. Char Agretu a été en fait l'architecte qui était un grand démon, donc c'est un seigneur du changement de Tzench, qui a voulu forger en fait Galmaraz, mais pour des besoins chaotiques. Il s'est trouvé que, en fait, le marteau est tombé chez des nains qui n'étaient pas du tout corrompus, et ensuite il a été donné à Sigmar. Donc il est devenu l'inverse de tout ce que voulait Char Agretu, même s'il avait réussi à mettre un petit peu de son essence dedans. De rage, il s'est battu avec Sigmar. Sigmar l'a enfermé dans une caverne au fin fond du col du Feu Noir, donc Blackfire Pass, qui est tout au sud-est de l'Empire, et a mis son marteau pour sceller la caverne. Ainsi, Char Agretu n'a jamais pu sortir. Sauf que, dans la caverne, il y avait un trou, une caverne qui était plus impactée par les vents de magie, évidemment, et ce trou donnait lieu sur le futur emplacement d'Aldorf. Et avec ce petit trou, Char Agretu a pu influencer des humains, lentement mais sûrement, pour créer la Main Pourpre, qui est cette espèce de grande secte qu'on retrouve dans toutes les grandes villes d'Aldorf, et qui est centrale à la campagne. Évidemment, Char Agretu ne faisait pas confiance aux humains, parce que les humains, même s'ils étaient intéressés par le pouvoir, par le contrôle, par le chaos, disons, soft, donc plutôt la dégénérescence et l'avilissement d'autrui, pour satisfaire ses propres fins personnelles, lui, ce qu'il voulait, c'était ressusciter. Il voulait sortir de sa caverne, il voulait prendre un emploi physique, et il savait pertinemment que jamais les humains, aussi dévoués soient-ils à son culte, ne l'aideraient pour ça. Donc, il a dû ruser. Et il se trouve que dans la caverne du chaos où il était prisonnier, il y avait tellement d'énergie magique, débridée, qu'il y a des petits démons qui sont apparus. Et un de ces petits démons s'appelle Gideon. Donc, Gideon, vous le connaissez, vous l'avez croisé, c'était le méchant dans la première partie de la campagne. Donc Char Agretu a dit, pendant que les humains font un peu leur manipulation, on y reviendra plus tard, il a dit à Gideon, sachez quoi Gideon, il faut que tu me sauves. Pour que tu me sauves, il me faut 3 choses. Il me faut un réceptacle, il me faut une date propice, et il me faut Galmaraz. Donc Gideon, il a dit, ok, le réceptacle c'est facile, il y a le prince couronné, donc qui est le neveu de l'empereur, et aussi accessoirement le fils de la sœur de l'empereur qui est enfermé dans l'asile, dans le grand hospice de Shalia. On va le former, et donc il a dit, mais pour ça j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de contacts, je sais ce que je vais faire, je vais demander à un gogo qui s'appelle Castor Liberung, qui est le chef, le grand argentier en fait de la Main Pourpre de Nuln, je vais lui vendre un espèce de rêve. Je vais lui dire, en fait, il y a, plutôt que de parler de Char Agretu, je vais lui dire, il y a un élu de Tzench qui va être un humain qu'il faut forger, et ce sera le champion dans les ténèbres. Et pour avoir ce champion des ténèbres, il faut que tu me donnes beaucoup d'argent, et il faut que tu mettes des mécènes, qui seront les 9 yeux, qui sont 9 en fait cultistes, très intelligents et très expérimentés, pour qu'ils lavent le cerveau de ce futur réceptacle, donc du prince couronné Wolfgang. Et en plus, mais j'ai besoin de Galmaraz. Sauf que Galmaraz, le problème c'est que c'est dans une caverne, qui est dans une vallée qui est inaccessible aux démons, parce qu'en fait, déjà, la vallée est ensevelie, donc ça a pris beaucoup de temps de l'excaver, mais en plus, si les démons s'en approchent, ils ne peuvent pas, ils perdent leur pouvoir, ils peuvent potentiellement être détruits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Castor Liberung, quand Gideon lui a vendu ce rêve d'une sorte d'unité, de champion des ténèbres, il a dit, pour que tu es le champion des ténèbres, il faut que tu ailles voir toutes les mains pourpres de toutes les villes et que tu leur dises, c'est super important qu'on s'allie, qu'on bosse ensemble pour créer l'avènement de ce champion. Évidemment, Castor Liberung, il y va, qu'est-ce qui se passe ? Il se fait dégommer en route, parce que, de ce que Gideon avait prévu, je pense,
En fait, il y a des humains qui commencent à flairer que la main pourpre existe. Il y a notamment Emmanuel Nacht, qui est une grande espionne qui travaille à Altdorf. Et Jan Zuntermann, dont on verra plus tard, qui est le chef de la main pourpre de Nuln, qui est aussi un espion, se dit « Oh là là, ça craint !» Donc il se démerde pour l'envoyer ailleurs, à Übersreich, où Übersreich qui est tombé dans une sorte où les Jungfraud ont été déposés suite aux manipulations de Jan Zuntermann et de son boss qui s'appelle Oskrug. On y reviendra, vous inquiétez pas. Et donc, pom pom pom, Caster-Libérung se met en route, et bam, il se fait buter. Et ça, il se fait buter, alors bon, c'est par des mutants, mais potentiellement, il a un chasseur de primes sur la tête qui a été embauché par Dame Emmanuel Nacht et aussi aidé par un savant qui s'appelle Quintus Fassbender. Vous inquiétez pas, on y reviendra. Donc, pas de bol, hasard de Tsench, hasard des dieux, j'en sais rien, ou c'est juste la faute à pas de chance. Caster-Libérung se fait one-shot sur la route par des mutants, et vos joueurs arrivent, et il se trouve que l'un des joueurs est le portrait craché de Caster-Libérung. Effet de Tsench, je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'est le fin mot de l'histoire. Et donc, ça va déclencher la campagne qui va forcément déclencher qu'à la fin, les joueurs vont aller chercher le marteau. Et c'est ce que Gideon veut. Donc déjà, là, vous dites, bon, c'est gentil, mais nous sortir Gideon, c'est un peu tarabiscoté. Alors, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, cette campagne a eu beaucoup de vicissitudes, de difficultés. Il y a des gens qui sont partis. Je pense notamment à Graham Davis qui a un peu claqué la porte. Je rappelle, c'est l'auteur originel de la campagne. Je pense, j'ai plus son nom, mais l'un des créateurs originaux qui avait bossé sur le Warhammer 2 et qui a créé le système de la V4 est parti avec sa femme. Donc voilà, ça a été très très compliqué. Et je pense que c'est pour ça que je suis sûr que le scénario qu'ils avaient quand ils ont fait la première partie, l'ennemi dans l'ombre n'est pas du tout la même qu'ici. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un peu avec Gideon. Donc ensuite, on vous parle donc des 9 yeux. Je vous dis, c'est 9 érudits du chaos qui sont là pour manipuler et corrompre subtilement le prince couronné Wolfgang. On vous les donne en fait parce que potentiellement ils vont se disperser dans la ville et si vous voulez avoir, dans l'Empire. Et si vous voulez avoir l'une des meilleures fins, on va dire, il vaut mieux les tuer. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez surtout. Donc je rappelle donc la main pourpre, c'est les principaux, donc on va en reparler, mais en gros c'est tous les personnages qui sont importants. Jan Zuntermann, qui est chef de la main pourpre de Altdorf, Libérung, qui est le gogol qui s'est fait tuer, vous connaissez, Weissmeyer, qui a survécu, qui était l'ancien chef de la main pourpre de Middenheim, donc du pouvoir vers le trône, Elvira Kleinstone, qui est pas une worshipeuse, enfin qui est pas une sectaire, mais en fait qui est manipulée, je rappelle c'est l'herboriste du volume 2, et la couronne rouge, qui a un rôle très très mineur, à moins que vous ayez le supplément. Donc on vous parle de Galmaraz, on vous parle des factions, donc vous avez compris si vous arrivez à ce stade de l'histoire qu'il y a il y a un enjeu politique et spirituel qui se met en route. C'est d'un côté le nord avec Middenheim et les Ulricains, et au centre l'empereur Karl Franz, qui est gravement malade, avec un double, qui est backé par les Sigmarites. Et à côté de ça, évidemment, il y a les autres en mer, donc il y a le Norland qui veut faire sécession du Middenland, il y a Null, Wissenland, Sudenland qui essaient de chacun installer des croupières, et l'Ostland et le Talabekland qui sont dans un bisbis, en fait, qui cherchent à s'entretuer parce que l'Ostland croit que le Talabekland a tué son prince couronné, alors qu'en fait c'est Weissmeyer, backé par des Skaven, qui l'a fait. Et là, ça c'est plus un truc de méta-jeu, on vous donne en fait qui est prince couronné, enfin qui est comte électeur avant les turmoils, donc turmoil c'est les troubles, c'est le moment où on joue, et qui sera normalement, d'après, dans le saint métaplot, sera comte électeur ensuite. Encore une fois, je vais assez vite parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Donc on vous explique l'influence de la main pourpre que j'expliquais sur les événements sur le Norland, sur l'Ostland, sur les Jungfraud. Il y a grosso modo le plot, donc c'est extrêmement simple. Jan Zuntermann bosse pour Olskrug. Olskrug déteste l'empereur. Olskrug fait tout pour activer justement le dépôt des Jungfraud à Oberstreich. Immanuel Ferrand, qui est l'oncle de l'empereur, qui est un grand magicien gris, qui est un grand espion, lui, back l'empereur parce que lui, il veut un pouvoir centralisé, et donc il abonde dans le sens d'Olskrug, parce qu'Olskrug lui dit, dis donc, tu sais, ils sont en train de monter une armée, ils vont essayer de devenir une ville franche, et patati patachmol. La pauvre Emmanuel Nacht, qui est très intelligente, se retrouve un petit peu coincée là-dedans, et se fait manipuler par... Zuntermann la pousse à aller à Oberstreich, mais elle n'entend pas d'une oreille, et donc elle va recruter notamment Adolphus Custos, et peut-être potentiellement les joueurs. Voilà, c'est pas non plus très compliqué. Ensuite, donc il y a la date, donc ça c'est les trajets, donc ça peut être important pour la campagne. En gros, vous avez
si je dis pas de bêtises, vous êtes le rituel, en fait, pour que le rituel ait sa pleine puissance. Donc ça, on en parlera à la fin. Mais il faut que le rituel ait lieu le 9e jour du 9e mois, en fait. Donc c'est la date qui est prédéfinie par Gideon, et il va essayer de manipuler tout le monde pour que ça arrive, mais c'est pas forcément le cas. Donc vous avez toutes les distances qui sont données sur la campagne et sur le chapitre. Ce qui est un peu con, parce que, encore une fois, si vous avez lu la campagne, par exemple en français, et que vous arrivez là, et ben vous avez un plot que vous devez adapter à vos joueurs. Donc si vos joueurs ont pris plein de temps, vous êtes un peu coincé, parce que ça vous le saviez pas. Bon, les rencontres au hasard, on s'en fout. Plus important et assez cool, un dramatis personae. Donc c'est une récapépète. Bon, il y a des profils de PNJ, hein, on va passer. Récapépète de tous les joueurs importants de ce chapitre, et quelque part de la campagne. Donc ça, c'est encore un truc qui m'énerve, c'est que vous êtes au 5e volume, et je vous dis maintenant, ça c'est les gens importants, c'est cool, hein. Donc le Graf Holscrew, que vous avez jamais croisé, qui est le chef de la Chambre Noire, donc c'est un maître espion, je rappelle, il déteste l'empereur, et il va tout faire pour faire tomber l'empereur. Potentiellement, il peut se racheter à la fin, parce qu'en fait, il n'a pas connaissance que Zuntermann est l'un des méchants, donc il peut vous aider potentiellement s'il découvre s'il a été plumé comme le dindon de la farce. À chaque fois, on vous dit ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils savent, et éventuellement leur faiblesse. Donc c'est très similaire à ce qui a été fait dans le Pouvoir derrière le trône. Il y a leurs stats, ils ont tous des stats de porc, hein, donc vous amusez pas à les faire jouer, c'est absolument monstrueux. Et il y a un petit truc en fait qui vous explique ce qu'ils font, qui sont leurs personnalités. Donc ça c'est très très bien, vraiment, c'est très très chouette. Donc il y a Holskrug, Immanuel Ferrand, l'oncle de l'empereur, qui est un mage gris et un espion. Jens Zuntermann, qui est le principal méchant de cette histoire, avec Gideon. Wolfgang, donc le prince couronné Wolfgang, dont je parlais, Volkmar le Sévère, qui est le premier prêtre guerrier de Sigmar, et qui deviendra grand théogoniste quand le grand théogoniste Yuri XV va avoir un petit problème à la fin de l'histoire. La comtesse Emmanuel Ferrand, Emmanuel von Lipwitz, vous la connaissez, le Emmanuel von Feischbach, donc ça c'est le sosie, donc c'est un mec de la Reichsguard, c'est le sosie de l'empereur. Ça vous les connaissez, je vais passer, Boris Oettbringer, Heinrich Todbringer, la princesse. Plutôt nouveau, donc le nouvel Arulric. Je rappelle que l'Arulric s'est cassé suite à la relation qui a été dévoilée entre lui et l'une des dames de la cour. Donc c'est son frère qui prend. Son frère est un vieux chevalier du loup blanc qui est un poil plus facho, qui accepte notamment les fils du loup blanc et qui n'a pas envie de discuter avec nos amis Sigmarites. Veron Tungnaim, donc ça c'est un mec, c'est le chef des chevaliers panthères de l'ordre de Middenheim, qui revient dans le ballon nain avec Todbringer, et qui déteste en fait l'influence que les joueurs ont pris auprès du Graf. Donc c'est un peu débile en fait, c'est un méchant, c'est un antagoniste, mais uniquement pour des raisons débiles. C'est toujours pareil, si les gens se parlaient, il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient réalisés. Donc il va vous mettre des petits bâtons dans les... C'est pas méchant, hein, mais il vous met quelques bâtons dans les roues. Malt Bartlem, donc lui c'est un mec qui est manipulé par lui, que vous reconnaissez peut-être, donc ça c'est Karl Hans Weissmeyer, qui mange des orties et survit dans la pampa et manipule des mecs du Nordland pour essayer de faire assassiner des gens de la famille du Graf. Donc ça, lui, c'est un indépendantiste du Nordland. Parce que je rappelle qu'à la fin, alors gros spoiler, à la fin de la campagne, le Nordland deviendra indépendant, et c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle Salzenmund qui sort, qui va décrire l'une des principales villes du Nordland, que vous pourrez accéder plus tard. Et un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est le colonel Sievers. Alors c'est pas Reichardt, hein. Normalement je crois que c'est Olaf, et je sais pas pourquoi il y a des fautes d'orthographe, enfin je sais pas, je sais qu'il a pas les mêmes prénoms selon les bouquins que vous lisez, en tout cas le colonel Sievers, qui est le colonel, c'est un mec d'extraction basse, qui a toujours servi en fait sa famille, les Oslanders impériaux. Donc c'est des comment on appelle ça, c'est des rangers en fait, c'est des patrouilleurs alpins, et qui vient à la capitale pour dire les orques sont une menace, les orques sont une menace. Et en fait il peut avoir potentiellement des destins hyper tragiques. On passe ensuite à la grande aventure. Alors accrochez-vous. Première histoire, vous la connaissez, vous êtes sur un dirigeable, vous sortez Karakik, vous avez vaincu Malice Ransack, vous avez vaincu le Moonbreaker, tout le monde s'en fout parce que c'était le chapitre précédent, et de toute façon, l'escave n'existe pas, vous n'avez pas de preuves. Donc vous revenez jusqu'à chez vous, pom 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 pom, et là, qu'est-ce qui se passe? Orage au désespoir, il y a des missiles qui sont tirés par des indépendantistes du Nordland qui menacent de dégommer votre ballon. Il y a des grands aigles, les patata. Donc techniquement, vous pouvez peut-être essayer d'intercepter les missiles qui arrivent, vous trouvez les malotrus qui vous ont embêté, et il y a une carte, c'est bizarre, ils ont été guidés jusqu'à vous. Donc qui a pu faire ça? C'est salaud. Vous arrivez à Middenheim, donc chapitre 2, c'est un foutoir pas possible, il y a Beat Moser qui est la chef des fils d'Ulrich,
Oui, je sais, c'est original, c'est une fille. Je rappelle les fils d'Ulrich, enfin, Beat Moser, c'est plus ou moins Marion Maréchal Le Pen, c'est une sorte de démagogue dégueulasse qui utilise en fait sa foi et la foi des gens qui ont en Ulrich pour montrer voilà, qu'ils sont si forts. C'est pas les fils d'Ulrich, je crois, c'est les fils d'Ulrich, c'est les gens qui se battent, et elle est les Bearer of Blood, donc je crois que c'est vraiment les top du top, c'est les gens qui partent du principe que les Ulrichiens, les prêtres, ne peuvent être... doivent se reproduire entre eux, quoi, grosso modo. Vous arrivez au niveau du graphe, et y a ce bon vieux Schutzmann qui est là, si vous avez fini le raccord nu. Et en gros, on vous explique, bon bah écoutez, voilà ce qui va se passer. Il y a une délégation qui arrive d'Aldorf, avec des Aldorfiens et surtout des Sigmarites, et ces gens-là veulent impérativement... ils ont une proposition, a priori. Ils vont faire quelque chose pour faire en sorte que toutes les tensions qui existent entre le nord et le sud disparaissent. Et pour ça, donc on a besoin que vous soyez les yeux et les oreilles, comme d'habitude, du graphe, que vous fassiez pas n'importe quoi, et vous essayez de prendre le pouls de la situation. Donc les gens qui sont en présence, vous les connaissez du côté des gens de Middenheim, et parmi ceux qui arrivent, il y a le grand capitulaire Volkmar, il y a Holzkrug, donc je rappelle le salaud qui manipule tout le monde, Fassbinder, qui est un drôle de petit bonhomme, donc je rappelle c'est un érudit sur le chaos qui est un peu zouave, Zuntermann, qui est un espèce d'enfoiré, le chef de la main pourpre, qui bosse en fait pour Holzkrug, et il y a deux personnages qui servent à rien, en fait, qui s'appellent la Gravine Luciana von Eckstein et le baron Ewald von Low, qui sont dans le bouquin sur Altdorf, et qui sont en fait débiles. Elle, c'est une prêtresse de Solkan, enfin c'est une vedette de Solkan, donc elle a un gros problème mental, et lui, c'est juste un sycophante. Et en fait, ces deux-là sont ramenés par Holzkrug pour foutre la merde. Donc on passe un chapitre qui est très classique, si vous avez joué Rude Journée, Dure Nuit, à savoir que vous avez un décompte heure par heure d'événements qui vont se passer, pour vous dire, oh là là, Holzkrug, c'est un manipulateur, Jens Untermann, il est plutôt sympa, les gens qui sont amenés de Middenheim, les gens qui sont arrivés d'Aldorf, c'est vraiment des boulets, et c'est à vous de comprendre, en fait, un peu, de lire entre les lignes pour comprendre ce qui se passe. Il y a aussi Karsberger, donc, qui était la chef du piquet qui revient, et à la fin, ce qui se passe, c'est que Volkmar en a marre, il vient voir l'empereur, il dit, il vient voir le graphe, et il dit, j'ai deux propositions, vous allez les suivre, c'est comme ça, la première, c'est, je veux que la Ulrich rencontre le grand théogoniste au Rocher-Châtillon, qui est un sanctuaire commun à Sigmar et à Ulrich, et je veux que Katharina, votre fille, se marie avec le prince couronné Wolfgang. Alors évidemment, le graphe réfléchit 5 secondes, il dit, je suis ok pour la première, mais la deuxième, ça va pas être possible. Et ensuite, vous devenez, mine de rien, en fait, vous êtes assez proche du baron Todbringer, donc le bâtard, je rappelle, qui n'a pas le droit d'avoir l'accession au trône, et qui va un peu être votre patron durant toute l'histoire, en tout cas toute la première partie de l'histoire. Donc il dit, vous restez avec moi, faites attention, et vous faites un long voyage avec les forces de Middenheim et les forces de Sigmar en direction du Rocher Saint-Illan. Alors là, ce qui se passe, c'est un chapitre qui est vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, vous êtes introduit Elvira Klunstein. Vous êtes là, c'est bizarre, dis donc, c'est une grande herboriste maintenant, et en plus, c'est l'herboriste attitrée du grand théogoniste. C'est un peu bizarre pour une fille qui, à la base, est une magouilleuse, et clairement avait, des gens qui la recherchaient, donc bon, passons. Et elle commence à raconter n'importe quoi aux gens, en disant, l'empereur il est malade, et tout, bref. Donc elle fout un peu la merde, sans vraiment le savoir, en fait. Donc elle est manipulée complètement par Jens Untermann, c'est lui qui l'a recrutée, spoiler alerte. Donc vous arrivez, et là il y a en fait après une poignée de main qui est pas du tout, disons, qui est pas géniale, encore une fois, vous pouvez avoir des discussions avec différentes personnes. Les fils d'Ulrich attaquent, en plusieurs vagues, c'est très très bien fait, moi j'ai beaucoup aimé, mes joueurs ont adoré, donc j'ai fait une espèce de grande bagarre en plusieurs vagues, ça va dans tous les coins, il faut que vos joueurs décident s'ils veulent protéger plutôt le graphe ou protéger plutôt le grand théogoniste, et ça y va. Alors faut faire gaffe, parce que les profils sont quand même assez avancés, parce que dans les forces qui attaquent, il y aura des chevaliers du loup blanc, qui vont rejoindre en fait les fils d'Ulrich, et ils ont moi j'avais un nain qui était hyper balèze, il s'est fait défoncer en 2 coups. Donc voilà, c'est extrêmement, ça peut être très très comax, ça va être très très violent. Et moi, parce que je suis vraiment méchant, j'ai rajouté le gros loup en fait. On vous dit qu'il y a une espèce de loup, il y a un loup un loup gigantesque d'Ulrich qui est dans le coin, donc je l'ai rajouté pour ajouter un peu au foutoir. À la fin, il y a Beat Moser qui arrive. Beat Moser, je rappelle, elle peut lancer des sorts, des miracles parce qu'elle est bénie d'Ulrich. Merci Ulrich. Donc normalement, vous triomphez l'adversité. Et vous arrivez jusqu'à Altdorf. Et au moment, en fait, avant que vous arrivez à Altdorf, il y a le baron Heinrich Todbringer qui vient vous voir et qui fait « Écoutez les gars, la situation est désespérée, ma sœur a accepté, vu le foutoir, ma sœur a accepté
d'épouser le prince couronné Wolfgang, mais je veux connaître mon beau-frère, et donc vous allez aller lui dire qu'elle accepte sa proposition. Donc vous allez au château Reisgard, où est caché ce jeune homme, pour essayer de comprendre qui il est, et vous restez le plus longtemps possible pour essayer de jauger sa personnalité. Parce que, à ce stade de l'histoire, par les rumeurs, on vous dit plein de trucs sur le prince couronné Wolfgang. Je rappelle que dans l'original, c'est un mutant, et là il y a des rumeurs qui disent que c'est un mutant, et patati, mais personne ne sait en fait, parce qu'il vit il vit dans le château Reisgard, qui est l'un des châteaux les mieux gardés de tout l'Empire. Donc vous y allez, tranquillou, tout. Le chef des cheveux panthères essaie de vous manipuler, enfin bref, je passe les meilleurs. Et en fait, le prince Wolfgang, en fait, c'est un peu Mister Perfect. C'est-à-dire que vous lui parlez, et à chaque fois que vous lui posez une question, il a la bonne réponse, il est diplomate, il est consensuel, il est sympathique, il est cultivé, bref, c'est le genre idéal. Et vous voyez que de temps en temps, il y a différents professeurs particuliers qui arrivent et qui disent « Voici le livre que vous devriez lire, voici ce que vous ne devriez pas lire, machin, est-ce que vous avez retenu votre leçon ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est que, à un moment, normalement, vos joueurs vont dire « Dis donc, vous avez beaucoup de professeurs et tout. » Et là, tout innocemment, le prince dit « Bah oui, ce sont les 9 yeux, ce sont mes professeurs, ils sont extrêmement attribués. » Et là, évidemment, vous entendez, vous avez fait la campagne, donc vos joueurs, ils disent « Attends, il y en a 9, des yeux, et si vous avez un magicien ou un répurgateur, il va péter un plomb. » Et donc, on dit « Ok, donc clairement, il y a un truc qui ne va pas. » Et là, vous avez la possibilité de commencer donc l'enquête sur les 9 yeux, il y en a certains qui sont dans le château, 3, il y en a 3 qui sont à Aldorf et 3 qui sont en maraude. Donc ça peut être un mini-jeu dans le chapitre, et dans le dernier chapitre, c'est tous ces assassinés. Il y a une partie qui est très très marrante, on s'est fendu la gueule avec mes joueurs, où justement ils essayaient de naviguer dans le château sans se faire choper par les gardes. Ça a été très très marrant, à chaque fois ils se faisaient pincer, le plus mauvais se faisait pincer, et ils disaient « Ah, vous savez quoi, je cherche les toilettes !» Et donc il y allait, et à la fin j'en ai quand même 2 qui ont réussi à aller jusque dans les chambres des 9 yeux. Vous pouvez trouver potentiellement des indices que vous retrouverez plus tard dans l'histoire. Ça c'est pas mal foutu en fait, tous les indices peuvent être retrouvés plusieurs fois, donc c'est bien. Donc vous revenez à Aldorf, le mariage va avoir lieu, il y a la marche de l'unité. Donc ça, je passe, c'est pas mon moment préféré. En gros, il y a une parade militaire qui arrive. Il y a encore plein d'événements débiles qui se passent. Je passe, c'est exactement comme dans Rue Journée Dure Nuit. Il y a, si vous adorez les armées, il y a toutes les descriptions des armées qui passent. Donc ça se passe, pom pom pom, et enfin, on a lieu le mariage. Le mariage, c'est le lendemain, donc voilà. Normalement, vous avez eu un peu de quartier libre, donc pour préparer... vous occupez la sécurité du marié ou de la mariée, et enquêter sur la grande cathédrale de Sigmar où aura lieu le mariage. Vous pouvez aussi, pendant ce temps-là, aller voir qu'est-ce que fait Holzkrug, qu'est-ce que fait Kleinstun, ça c'est très très bonne partie à mon avis. Et enfin, a lieu le mariage, ça va être super, tout le monde est content. Donc comme je dis, il y a toute une partie en amont, vous pouvez faire des recherches, et il y a 4 pages de pistes, donc c'est vraiment super bien. Le mariage débute, vos joueurs sont avec les gens de Middenheim, tout se passe bien, et voilà, la princesse sous charme, tout le monde lâche la larme. Et les joueurs se retournent en clapant en disant à leurs collègues, en disant à leur voisin « Oh, c'est quand même vachement bien », et leur voisin est plus là. Leur voisin, il a sorti 2 pistolets, et il est en train de tirer sur Katharina. En fait, c'est Matteo, donc l'espèce de petit nobliau du Nordland, qui hurle « Vive le Nordland libre !» et qui commence à tirer sur la Katharina. Et il a quick draw, machin, donc en fait, il lui fait 3 balles dans le buffet direct. Moi, il a failli crever, j'avoue. Mais ça a été absolument horrible. Donc, tout le monde est en panique, tout le monde, Matteo est tué sur le coup. Je vous conseille de lui sauver la vie, parce qu'il a potentiellement des indices, mais vu que tout le monde est en colère, c'est compliqué. Et là, si vous réussissez votre jet, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'il y a une porte dérobée au fond, où il y a un individu que vous avez déjà croisé, et c'est Karl-Hans Weissmayer. Donc potentiellement, poursuite, vous retrouvez Weissmayer, vous le tuez, ou vous le faites parler. Et si vous le faites parler, avec un peu de chance, il peut vous dire « Bah oui, je sais qu'il y a un chef de la main pourpre à Aldorf qui essaie de me faire porter le chapeau, je sais pas qui c'est, mais j'ai tel indice. Garder Weissmayer pour la fin de l'histoire peut être assez intéressant. Donc, tentative d'attaque sur la fille du graphe, donc conclave d'urgence entre tous les comptes électeurs. Encore une fois, on a le droit à un découpage heure par heure avec il y a tout le monde, ils sont quasiment tous là, the whole gang is here. Discussions prennent forme, les discussions avancent, ça se passe pas bien, chacun en fait veut son territoire, en gros, les comptes électeurs du Sud ont des vues sur leurs potes, les comptes de l'Est peuvent pas se blairer, et chacun y va en fait de son petit message, et en fait l'empereur semble particulièrement mauvais
et forcément Todbringer, lui, il est complètement ailleurs, quoi, parce qu'il pense à sa fille qui est en train de mourir. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'empereur, entre parenthèses, dit à tout le monde, faut pas laisser les petites choses nous diviser. Le graphe pète un plomb, parce qu'il dit, mais les petites choses, ma fille a failli être tuée, espèce d'enfoiré. L'autre, il dit, vous calmez, j'aurai l'unité, ou sinon j'aurai le respect. Donc, il a son marteau, le graphe pète un plomb, sort son courroux unique, tape sur le marteau, et il le casse. Vous noterez au passage une illustration particulièrement dégueulasse par rapport au mariage, où si jamais vous avez le bouquin entre les mains, regardez le nez du graphe, et vous allez pleurer votre race, parce que la perspective, elle est partie dans l'espace-temps avec Toulouse, Astatoth et compagnie. Donc, le marteau casse, explose, il y a le grand magicien qui dit « Mais cassez-vous, nom de Dieu, ça va péter !» Et en fait, il se passe rien. Le marteau est un faux. Tout le monde rentre dans ses basques. La rumeur comme quoi le marteau est un faux, comme le marteau est cassé, se disperse. L'Empire est clairement sur le point... les autres comptes sélecteurs se disent « C'est super, c'est open bar, on va pouvoir faire ce qu'on veut. » Et on s'arrête là, à part que, il y a le... Normalement, alors, c'est là le grand moment, en fait. C'est-à-dire que vos joueurs, s'ils sont intelligents, mes joueurs avaient presque deviné, mais que le marteau était un faux. Mais si vous êtes vraiment le meilleur truc, en fait, c'est les joueurs se disent, mais attends, le marteau est cassé, mais le marteau existe forcément, donc on va trouver le marteau. Sinon, Quintus Fassbinder, notamment, peut leur suggérer ça, ou un autre personnage. Dans tous les cas, Gideon veut qu'il retrouve le marteau. Donc on passe à la deuxième partie du chapitre, du bouquin, la quête du marteau. Et si vous vous rappelez, Wanted Bold Adventurers, c'est on recherche fiers aventuriers, c'était l'histoire, c'était l'introduction du tout premier chapitre dans la V1. Si vous regardez ces symboles des Auslanders impériaux, mais il y a des yeux rouges dans le taureau. Là vous voyez pas forcément parce que j'ai pas une super résolution. Donc en fait c'est Gideon qui vous regarde derrière. Donc voilà, opération aller chercher Galmaraz. Donc vous avez un petit temps libre qui vous permet, si vous le voulez, d'aller voir l'empereur, simplement. Vous apercevoir qu'il est malade. Encore une illustration absolument dégueulasse. Vous pouvez voir que la mâchoire du type, elle est... Enfin, bref. Donc potentiellement, il y a le médecin qui est un salaud. En gros, le médecin... le Gideon a empoisonné l'empereur avec la brain fever, la purple brain fever, donc la fièvre du cerveau violet. Et en fait, il a donné un vaccin directement au médecin, qui est aussi dans le culte, forcément. Et donc, à chaque fois que des gens se posent des questions, hop, le médecin il remet une petite dose, comme ça l'empereur se sent mieux, mais après il retombe directement dans la panade. Donc l'empereur est pas bien, donc potentiellement vous pouvez récupérer à ce moment-là, vous pouvez intercepter le médecin, si le cœur vous en dit, et après, vous allez discuter avec Quintus Fassbinder. Donc là, c'est plus une période de réflexion, où vous devez réfléchir un petit peu avec tous les indices qu'on vous donne, donc notamment, on a le témoignage des nains, qui disent que Sigmar est jamais sorti du col du feu noir. Il y a un grand texte sur Shara et tout. Il y a une énigme avec des statues divines, sachant qu'il y a des statues de divinités naines dans la colle du feu noir. Donc tout ça, en fait, avec l'appui de Fassbinder, vous permet de faire une récap de la campagne, une récap de ce que vous devez faire et où vous devez aller. Donc direction le col du feu noir. Je passe, mais c'est un truc super important. Il y a des messages codés donc, que vous pouvez réutiliser depuis le Racornu. Il y a un extrait donc, des mines de Boggenhafen, puisqu'en gros, Gideon, la raison pour laquelle il est à Boggenhafen, outre d'ouvrir un portail chaotique, c'est pour, c'était pour commissionner c'était pour manipuler en fait des princes marchands pour qu'ils lancent des opérations de minage pour aller excaver la caverne perdue, donc la vallée perdue, où réside le Galmaraz. Et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de trucs. Ensuite, normalement, un de vos mécènes, probablement un Sigmarite, mais ça peut être aussi le Graphe. Chez moi, c'est très très mal passé parce que Jens Untermann, à ce niveau de l'histoire, avait gagné. Et donc, mes joueurs se retrouvent en prison. Ils ont dépensé un point de destin pour ensuite se barrer. Et bon, j'avais un prêtre de Manan, donc ça s'est passé. Mais bon, ils ont retrouvé le même bateau, donc on vous donne le Carobourg. Le Carobourg, c'est un vaisseau de la marine impériale. Je rappelle, la marine impériale a des bateaux pour aller sur l'eau, sur l'océan, et donc ils sont un peu coincés, ils servent à rien en fait sur le rack, et on a donné une jeune fille très bien née en fait, mais qui a aucun talent, le bateau. Et donc sur ce bateau d'apparat, vous êtes commissionné pour descendre le long du rack, puis aller sur la Ver pour arriver jusqu'à Averlandre. Je vous passe les détails, donc voilà la route que vous faites, grosso modo. Passez par Nuln et puis après vous êtes dans la Ver. Il y a pas mal de scènes assez visuelles et terribles, d'exode, de massacres, de mercenaires, de bandits, tout le monde essaie un peu de faire sa popote. Vous arrivez à Nuln, il y a des espions évidemment d'Emmanuel, donc la comtesse. Il y a les reliquats de la cellule de pourpre de Nuln qui s'est fait tomber dessus après forcément la mort de Casterly Berwong. Vous continuez à Streisand, qui est à mi-chemin entre Nuln et Laverheim,
Petit chapitre rigolo, très sympa, très original. Il y a Streisand est une ville en fait qui veut devenir indépendante, et en gros il y a un mec qui veut la récupérer, qui est un baron fou, qui veut en fait mettre la main sur la ville. Parce qu'il y a très longtemps, il était comte-électeur de la Verlande. Donc, il arrive, c'est cette espèce de gros taré, Marcus Leidorf, qui est probablement l'un des PNJ préférés, qui est probablement l'un des PNJ préférés de ma campagne, qui est complètement fou, qui change d'opinion, qui est très intelligent, hein, mais qui est complètement mercurial, donc il change d'opinion tout le temps. Et en face, il y a la baronne qui amène son armée, donc Alprom, qui est l'une des filles en fait de la vieille Bic, qui est la comtesse électrice. Et donc c'est à vous de gérer un petit peu comment vous allez faire pour que personne s'entretue. Vous inquiétez pas, vous reviendrez à Streisand. On arrive à Averheim. On va descendre. Et là vous arrivez à Grenstad, qui est la dernière ville avant le col du Feu Noir. Et là normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la rumeur dit qu'effectivement il y a des gens qui cherchent le marteau, et parmi ces gens, vos joueurs sont on tombe sur il y a un ordre en fait de prêtres qui est l'ordre de la vigie, enfin de la Nightwatch, enfin de la vigilance éternelle, grosso modo, qui sont des gentils prêtres de Sigmar. Et il dit c'est bizarre, vous cherchez le marteau, mais le marteau il n'existe pas. Bon, écoutez, je vais vous amener, vous inquiétez pas, on a un temple et tout, on va vous montrer. Venez avec moi dans le col du Feu Noir. Sauf qu'en fait, dans cette cellule, il y a une autre cellule cachée qui s'appelle la Vigie de Nuit, qui en fait sont des putains d'assassins de l'enfer de Sigmar qui essayent d'empêcher tous les pires de reliques de venir dans le col du Feu Noir en fait, de repartir vivants. Parce que leur grande théorie, c'est que si Sigmar ne possède pas tous ses atouts, il ne pourra pas être ressuscité. Donc en fait, il est clair que si vous cherchez le marteau, vous allez faire buter. Et au fait, les nains qui vivent dans le col du Feu Noir, ils sont ok avec ça parce que justement ils veulent pas que les gens pillent leur carac. Donc vous êtes avec un assassin qui va vous tendre des pièges façon Satanas et Diabolo, il va vous faire tomber des rochers dessus, puis à la fin il essaie de vous buter, parce qu'il a des compétences, il a des stats de porc, il a vraiment des stats de malade mental. Et direction col du Feu Noir. Donc avec un peu de chance vous êtes débarrassé de Rolf. J'espère pour vous, parce que ça va être un peu la galère. Donc là, on a pas mal de rencontres, je passe un petit peu, il y a des marchands, il y a des nains, il y a les fameuses statues, il y a les Oslanders impériaux, donc qui est la dernière unité armée avec le colonel Sievers, que normalement vous avez rencontré à Aldorf, et qui s'est fait humilier par tout le monde, en fait, parce que tout le monde s'en fout de ce qu'il fait. Et enfin, donc, si vous arrivez à résoudre l'énigme des statues, vous allez trouver la gorge perdue. Et dans cette gorge perdue, on peut difficilement en fait progresser, puisqu'il y a, depuis le temps, des gobelins. Il y a des gobelins qui sont installés, dont un gobelin qui a des visions, donc vision du combat entre Charagritou et Sigmar ici, mais d'autres qui représentent les PNJ qui sont en train de se balader. Les gobelins sont partout, sont extrêmement véhéments, donc il faudra ruser et les manipuler pour parvenir à vos fins. En gros, il y a un chef gobelin qui est défoncé, il y a son assistant qui essaie de prendre le pouvoir, et il y a une grosse brute un peu débile qui est l'opposition loyale. Et c'est à vous de manipuler les gobelins pour qu'ils s'entretuent. Et vous puissiez passer. Mais en tout cas, c'est un moment très marrant, c'est vraiment très très chouette. Ouais. C'est du Warhammer pur jus comme on l'aime. Arrive un moment moins Warhammer pur jus comme on les aime, c'est la caverne du chaos, ou alors c'est plus comme le château de Drakenfell. Donc c'est les fameuses caves où est enfermé Charagritou, dont je parlais, enfin son esprit plutôt. Voilà, vous avez le plan du donjon, c'est génial. Déjà ça me fait chier de parler de donjon, ça me débecte, j'aime pas ça. Donc voilà, vous arrivez dans les cavernes, et il y a 9 en fait parties qui sont chacune représentent un vent de la magie. Donc il y a, je dis n'importe quoi, si vous allez dans le vent métallique, c'est le vent doré du métal, c'est la tentation. Il y a une île avec un démon au milieu, et le démon en fait c'est un ancien serviteur de Charagritou, qui va vous donner des tips pour affronter toutes les créatures que vous rencontrez. Par contre, chaque tips vous donne de la corruption. Vous avez le royaume des ombres, où là il y a des fantômes qui vous attaquent. Vous avez le royaume du Gur, où une espèce de grosse bestiole dégueulasse, hyper balèze. Ensuite, passage obligé, vous avez le passage des vents, très très rigolo, où il y a du vent en fait en permanence qui souffle. Et mes joueurs ont passé leur temps à tomber au sol, et à chaque fois qu'ils tombaient au sol, il y avait une petite bestiole, des espèces de scorpions qui vous attaquaient. On arrive au vent de Gur, donc des morts vivants, où là en gros il y a une sorte de fleuve Styx à traverser. Et il y a plein de zombies qui sortent, donc il faut ruser. Il y a un cadavre, enfin un gros squelette j'ai plus le nom de la bestiole, c'est le Jabberslain, je crois, que vous pouvez utiliser pour faire un radeau. Moi j'ai un joueur, il est arrivé, il a fait, mais attends,
j'ai un don, c'est sauter. Enfin, c'est un prêtre. Il fait, mais moi j'ai la bénédiction du saut, donc je peux faire un saut de 10 mètres. Et hop, il a fait un saut de 10 mètres. Ah ok, bon, bah, ça c'est fait. Bref, et après il y a 3 dernières cavernes. Donc il y a une caverne avec des harpies, donc c'est la caverne de la vie. Caverne de feu où évidemment il y a des démons de feu. Et caverne de la lumière où il y a un minotaure qui vous poursuit dans un labyrinthe où vous êtes aveugle. Et enfin, évidemment, dans la dernière caverne, vous trouvez Galmaraz. Et Galmaraz, c'est méga gros bill. Donc Galmaraz, c'est une super arme de l'enfer qui tue de sa race. Mais le problème, c'est que le marteau est déchargé. Et donc, toutes les runes qui ont été ajoutées par les nains, eh ben, elles marchent plus. Et ce qui se passe, c'est qu'on vous dit, enfin, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux, à mon avis. C'est ce que j'ai fait, personnellement. Alors, je me jette pas des fleurs, mais je pense que c'est mieux ce que j'ai fait. Que si vous n'allez pas chez le marteau, ou que si vous n'avez vraiment pas de bon, il y a une autre équipe qui est formée. Et cette équipe, moi, quand j'ai vu l'illustration, ça m'a vraiment fait tourner des petits échos dans la tête. En gros, c'est Sivers, comme je disais, qui est un mec un peu rejeté, que tout le monde croit pour un fou, mais qui est en fait qui est un vrai patriote, qui est un excellent guerrier. Vous avez Irina Eberauer et Golgoth, donc l'ogre et la magicienne de feu, la sœur en fait, de l'assistante grande magicienne de Middenheim. Vous avez Renata Hauser, donc je vous rappelle, c'était la fille sur le bateau de Mort-sur-Rac, et vous avez Sigrid, qui était la chef de la résistance à la fin dans le château de Mort-sur-Rac. Et donc, eux, ils vont aller chercher, parce qu'en fait, ils sont manipulés par Gideon, ils vont aller chercher le marteau à votre place. Et s'ils le ramènent à votre place, bah là, vous êtes un peu dans le caca, quoi, parce que ça veut dire que l'invocation a lieu, quoi. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout ça, je l'ai préparé en amont. En fait. J'ai dit, Sivers, je sais faire rencontrer des premiers chapitres, j'ai fait en sorte de leur faire comprendre que ces gens avaient des affinités entre eux, j'ai fait comprendre qu'il y avait des faibles traces d'azur entre eux, en fait, c'est des points de destin, quoi, grosso modo. J'ai vraiment fait le truc, et je m'en souviens toujours, ce qui m'a fait péter un plomb, c'est là où je parlais dans une vidéo que j'ai fait sur les conseils de MJ, entre l'investissement personnel que vous avez, et l'investissement des joueurs, et comment le delta peut être tellement important que des fois vous vous sentez frustré, et en gros, j'ai des joueurs, en fait, moi, dans ma partie, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est puisque les joueurs étaient en prison, à un moment, ils se sont fait capturer par Zunterman, Gideon a envoyé l'équipe B manipuler l'équipe B, grosso modo, pour aller chercher le marteau. Parce que, en ramenant le marteau, le colonel Sivers est persuadé qu'il va prouver à quel point c'est important d'affronter les orques et patati patachmol. Et donc, en fait, dans toute la partie, ils étaient sur les basques du colonel Sivers. Bon, en plus, je vous passe les détails, mais l'assassin dont je vous parlais dans le col du feu noir, il a assassiné tous leurs personnages secondaires, donc il y avait un vrai truc, quoi. J'ai vraiment fait un truc en montée en pression, pour montrer que personne, ni eux, ni Sivers, allait s'arrêter. Donc, ils arrivent dans la caverne, et dans la caverne, il y a Sivers avec les autres prêts à côté du marteau. Personne ne sait qui va le prendre. Donc, les joueurs se posent la question pendant 2 heures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et finalement, donc, il y a l'un d'eux qui court, qui prend le marteau et qui se barre en courant. Et le marteau est un mur porteur, comme dans la grande tradition des jeux de rôle japonais, des jeux vidéo de jeux de rôle japonais. Donc, il y a tout qui explose, machin. Et j'ai un joueur qui me fait... Je fais la description, en fait, des personnages, il me fait « Oh, dis donc, on dirait un groupe de jeux de rôle et tout !» Et j'étais fou, mais j'étais fou, quoi. J'étais là, genre, mais mec, je me suis cassé le cul à préparer ça depuis 2 ans pour avoir ce genre de réflexion. Je me dis, mais c'est censé être votre miroir, c'est censé être... Et j'étais là, genre, mais en fait, ça vaut pas le coup de se battre, quoi. Bref, voilà, gardez vos expectations, enfin, gardez vos espérances le plus bas possible, aussi fort que possible. Donc, vous revenez. Normalement, toutes les créatures sont mortes, la caverne a été détruite, vous avez récupéré le marteau, et donc, le premier maillon qui permettra à Charagretou de se libérer a été brisé. Et ça tombe bien qu'on parle de maillon, parce que quand vous sortez, vous êtes accueillis par des nains avec des arbalètes, qui se présentent comme étant, en fait, qui vous ramènent à leur carac, et qui se présentent, en fait, comme le clan qui a créé le faux marteau de Galmaraz. Et pour se racheter, donc ils sont contents de savoir que le vrai marteau a été retrouvé, ils vous donnent un truc, c'est un chaînon d'une chaîne en métal. En gros, c'est un laissez-passer pour une autre société secrète de nains qui vont vous aider à revenir si vous le souhaitez, jusqu'à Aldorf, parce que c'est la guerre civile, grosso modo, c'est le foutoir. Donc vous descendez, vous montez, il faut cacher le marteau, parce que tout le monde, en fait, les gens sentent, en fait, à chaque fois que le marteau passe, qu'il y a quelque chose qui va pas, magiquement. Et vous finissez par arriver à Streisand. Pourquoi? Parce qu'à Streisand, on vous dit, votre marteau, les nains vous ont dit, le marteau, il marche pas. Mais il faut que vous trouviez un érudit qui va vous expliquer comment réactiver les runes du marteau. Ça tombe bien, il y en a un à Streisand, sauf qu'à Streisand, vous arrivez, le Marcus, le baron fou, a pris le pouvoir. Et il a commencé à massacrer tout le monde, c'est une horreur.
Donc vous arrivez en ville, faut éviter les troupes de Marcus, pour trouver le prêtre qui forcément fait partie de la résistance, enfin pas le prêtre mais l'érudit, vous trouvez le bouquin et il vous explique un peu que en fait pour réactiver, revitaliser le marteau de Sigmar, Galmaraz, il faut qu'il soit béni par une flamme d'Ulrich. Sauf que Middenheim c'est un peu loin, mais on vous dit vous inquiétez pas, il y a un lieu qui s'appelle le Wolfschugel, qui est dans une petite ville avec une académie militaire qui s'appelle Diesdorf. Vous y allez, vous rallumez le marteau, et vous rallumez la flamme et tout y quanti, c'est génial, tout va bien se passer. Cool beans. Vous arrivez, problème, vous arrivez à Nuln, et là, il y a la comtesse qui fait « Oh, mais attendez, j'ai vraiment envie de vous voir !» Donc là, il faut négocier fortement pour pas qu'elle vous pique le marteau, et pour qu'elle vous aide en fait à revenir à Altdorf, et qu'en plus, si possible, elle soit à votre faveur quand il va à la cérémonie de remise du marteau. Parce que l'idée, en fait, à la fin, c'est de remettre le marteau à l'empereur pour qu'il soit revigoré, et évidemment, c'est le moment où Gideon veut intervenir. Vous arrivez à Diesdorf, où il y a, hélas, le Wolfschugel, donc ce petit temple d'Ulrich et de Thal. Donc c'était pratique parce que j'avais un prêtre d'Ulrich, de Thal, donc c'était vachement bien. Et pris d'assaut par une horde. Une horde, de la couronne rouge. Bah oui, vous les aviez oubliés. Et donc, ils s'apprêtent à tout raser. Et vous avez besoin de faire une bataille à la façon 7 samouraïs pour protéger ce tout petit village, où il y a juste un prêtre, un initié de Thal, qui n'a pas eu le manuel, et quelques réfugiés qui fuient en fait la guerre civile et toutes les exactions possibles qui ont lieu autour d'eux, d'une grande harde d'hommes bêtes extrêmement violente. Voilà, vous êtes aidés par façon 7 samouraïs, il y a notamment un nain, un slayer nain, donc un tueur nain, bref, et il y a un peu tout descriptif. Encore une fois, je parlerai plus tard du compagnon de l'Empire en ruine qui offre une alternative 1000 fois mieux que ça. Donc je peux pas parler là parce que j'ai pas envie de spoiler, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment très très bien. Donc, normalement, vous triomphez de l'adversité, vous rallumez le marteau, qui récupère le pouvoir de ses runes, et boum badaboum, vous retournez à Altdorf. Sauf que Altdorf, pendant que vous y étiez pas, c'est un cauchemar pas possible. Il y a des émanations chaotiques partout, il y a des magiciens qui perdent le contrôle de leur magie, c'est la catastrophe. Donc là, vous remettez le marteau, au prince couronné et à l'empereur, et on vous dit, écoutez, dans quelques jours, là, dans 2 jours par exemple, on va faire la grande cérémonie, donc ça dépend de votre calendrier. Et là, il faut vraiment, c'est le dernier moment où vous pouvez enquêter dans la campagne, potentiellement trouver les derniers 9 yeux qui restent pour les tuer. Moi j'ai eu un joueur, il a littéralement été le prêtre de Thal, qui était grand-père de Thal, il a été assassiné dans les chiottes de l'université d'Aldor, c'était horrible. Il a suivi, j'ai juste envie de vous parler. Et comme dans James Bond, en fait, ils sont allés dans les toilettes et il lui a éclaté la tête contre le mur. C'était horrible, quoi. C'était vraiment, c'était à la fin justifier les moyens, un grand moment. Donc potentiellement, vous pouvez rencontrer Zuntermann à nouveau. Donc moi, c'est là où mes joueurs l'ont tué. Hein. Ils ont réussi à trouver un allié ils ont réussi à convaincre Immanuel Ferrand, qui s'était fourvoyé et que Zuntermann le manipulait. Parce que c'est Zuntermann qui les a foutus en prison, bref, et vous pouvez potentiellement tuer Zuntermann. Moi, Zuntermann, il a fait un échec critique sur son jet de magie, et donc il a fait un effet majeur critique sur la table du chaos, et c'était fini, quoi. Donc voilà, vous pouvez potentiellement rencontrer d'anciennes personnes, donc je pense Hieronyme Blitzen, l'ambassadeur plénipotentiaire, dont j'ai parlé dans la campagne sur les scénarios supplémentaires. Et il y a Joseph Quartine, s'il est toujours en vie. Il y a pas mal de petites histoires au fur et à mesure, et ce qui se passe en fait, c'est qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas vraiment encore tous les éléments de l'histoire, il y a la femme de l'empereur, donc qui n'est pas impératrice, qui est concubine, Marisa Louise von Wolfen, qui vient vous voir et qui dit j'ai peur pour l'empereur, j'ai peur qu'il se fasse tuer, et il y a plein de choses qui me paraissent bizarres. Donc là, c'est vous qui ne jouez pas. Je trouve que c'est un peu bourrin comme façon de faire, mais en gros, elle a une checklist où elle vous dit j'ai pas confiance dans le prince couronné. Il y a des gens qui bricolent des trucs près de l'hôtel. Il y a des gens qui bricolent des trucs près de la Reichsguard. Enfin, les gens de la Reichsguard qui étaient de faction ont été remplacés. Et patati et patachmol. Et il y a aussi un truc assez rigolo, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Hermine Ebwitz, qui est une obscure cousine de la grande comtesse Emmanuelle, qui est présupposée à la cave, au vin, et qui passe son temps à râler. Et en fait, ça c'est un truc super important dans l'histoire. Donc vous avez une enquête à faire. L'enquête vous permettra potentiellement de court-circuiter certaines des choses qui vont se passer ensuite dont je vais parler. Sachant que oui, personne ne vous écoute. Hein. Si vous demandez à décaler la cérémonie, tout le monde dit « Ah mais non, vous êtes ridicule, mon ami, il ne se passera rien. » Comme d'habitude, quoi. Et enfin, on arrive à la grande cérémonie. Donc vous arrivez, vous portez le marteau, on vous dit surtout de ne pas tomber.
Vous amenez le marteau jusqu'au prince couronné, qui le regarde avec une sorte de lueur d'avidité. Le marteau est remis sur un piédestal. Le Yori, donc le grand antagoniste, disait c'est super, regardez, tout va être bien. Il y a quasiment personne, hein, je rappelle, dans l'assemblée. Il y a que deux archimages, dont l'archimage de Jade et le grand magicien. Moi j'avais rajouté Balthazar Guest parce que ça me faisait marrer. Vous avez des représentations des nains, mais c'est vraiment, il y a pas grand monde, quoi, c'est l'idée. Et bien sûr il y a le Graf ainsi que le baron Heinrich. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, les mecs de la Reichsgarde qui sont autour, il y en a un qui égorge Yori. Et immédiatement ils se mettent à chanter. Le marteau tombe parce que truc rigolo, c'est que on ne peut pas invoquer, Charles Grétou peut pas être dans la même pièce que le marteau, sinon il perd des points de vie. Et sous les yeux de tout le monde, horrifié, il y a le prince couronné qui se transforme, qui explose, et qui se transforme en Charles Grétou. Et c'est la final battle. Donc c'est parti. Charles Grétou, il est plus ou moins puissant selon les actions que vous avez fait. Si vous avez tous les 9 yeux, il est moins puissant. Si c'est pas la bonne date, il est moins puissant. S'il a tous les trucs, ça va être très compliqué. Et en plus, il génère des portails. Les portails invoquent des bestioles. Tous les cultistes qui sont présents se transforment immédiatement en démons. Donc ça va être très compliqué. Ce que le jeu vous propose, donc voilà, il y a des échelles de puissance, machin, je passe, hein, mais bon, c'est assez vénère. Potentiellement, donc il y a Weissmeyer aussi qui est dans le coin. Ce que le jeu vous propose, c'est de dire plutôt c'est de vous friter un démon majeur, machin, pas tout de suite, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher le marteau. Et en fait, le marteau, il est tombé dans la cave, parce qu'il y a un mécanisme dans le piédestal, où il y a Gideon qui peut pas traîner le marteau, parce que le marteau est magique, et ça le tuerait. Donc en fait, il utilise des larbins pour porter le marteau et le faire sortir. Moi, j'avais utilisé Bruni Kaglish notamment, parce que ça me faisait marrer de la réutiliser. Donc techniquement, Gideon, il a des stats de merde. Hein. C'est sûr que par rapport au Seigneur du Changement, c'est un peu ridicule. Donc voilà, techniquement, vous pouvez dégommer Gideon, vous dégommez les cultistes, et ça, c'est grâce à la maître des bouteilles, grâce à la caviste en fait, grâce à la caviste impériale, vous pouvez trouver tous ces petits trucs là. Vous pouvez aussi trouver il y a un trou qui fait tomber le marteau. Vous pouvez trouver qu'il y a une porte qui a été déverrouillée, donc vous pouvez reverrouiller la porte, comme ça Gideon se retrouve comme un con le jour du rituel. Bref, voilà. Et ensuite, techniquement, il y a un moment où vous allez dégommer Charles et tout, parce que je rappelle que physiquement, il peut pas, c'est même une question de temps en fait, c'est-à-dire que il perd, 4 blessures par tour. Il peut avoir 400 PV, hein, mais tant qu'il y a le marteau qui est présent, il peut rien faire, quoi. Le marteau reste un objet qui va toucher, il sera forcément détruit par le marteau d'une manière ou d'une autre. Moi, personnellement, j'ai changé un peu l'histoire, j'ai trouvé que c'était assez beau, en fait, j'avais un de mes joueurs qui était nain, qui était du clan des nains je sais plus comment s'appelle le village à la fin de Mort sur le Reich, et il a le marteau, et je dis, à qui tu donnes le marteau, quoi, en gros, parce que si tu le donnes à quelqu'un qui est bon, si tu veux, tu pourras changer le cours de la bataille, rallier les gens, etc. Et il avait le choix, il a hésité entre l'empereur, qui était Plagada, éventuellement Yori, pas Yori, mais qui était mort, mais Volkmar, et puis en fait, il a vu Heinrich Todbringer, donc il a jeté le marteau à Heinrich Todbringer, qui, un peu, si je me rappelle, dans l'histoire originale, est aussi un peu, quelque part, la réaction qui est à la fois en fait la réincarnation d'Ulric, donc voir un Ulricain avec le marteau de Sigmar, ça changeait un peu la donne. Donc il a fait ça, ils ont triomphé de l'adversité. J'ai eu un mort, les autres étaient pas très bien, hein, faut pas se mentir. Et normalement tout s'arrête. Donc les fins c'est assez simple. Soit Gideon gagne, donc là c'est game over. En gros il arrive à invoquer Charag et tout, et il y a des portails, la ville est rasée, ça devient un portail du chaos. Zuntermann gagne, donc en gros il manipule tout le monde. Moi c'est ce qui s'est passé un petit peu au début de ma partie. Il manipule tout le monde, vous finissez en prison, il met le fils de l'empereur en tôle, l'empereur reste alité et puis meurt, son fils est un pantin. Weissmeyer gagne, donc c'est un peu pareil, mais en gros c'est Weissmeyer qui prend les commandes. Liberung gagne, alors ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en gros Liberung dans sa folie, donc en pensant qu'il y avait vraiment, en bouffant les mensonges de Gideon, comme quoi oui machin, il y a vraiment un champion des ténèbres, arrive à créer un champion des ténèbres, en la personne du prince couronné. Donc il n'y a pas d'invocation en fait avec Liberung, mais il y a un truc encore plus terrible, à savoir que le prince couronné va devenir un champion du carreau à un moment. Il va aller voir Egrim von Horstmann et il va devenir un champion du carreau. Ça, j'en reparlerai dans le supplément, parce que c'est dans le supplément en fait le compagnon, il y a beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc voilà. Et puis c'est la fin du voyage en fait. On vous offre 10 000 couronnes et on vous donne le fief
de Wittgendorf, qui est très utile parce qu'il a été réduit en cendres. Grande tradition Warhammer, et voilà. Et il y a cette très très belle illustration que j'aime beaucoup, qui vous remercie d'avoir joué à la campagne impériale. Et vous pouvez voir que les PNJ récurrents de la campagne, vous pouvez deviner ceux qui sont morts, puisque le magicien possède le chapeau de... je sais plus qui. Je crois qu'il y a... Oui, en fait, il reste l'elfe, l'alflin, le magicien et la guerrière. Donc on part du principe que effectivement la répurgatrice est morte. Et après, vous avez un résumé de l'histoire des troubles, écrit par Fassbinder et radié et modifié par, je suppose, par l'oncle de l'empereur. Vous avez pas mal de... Évidemment, il y a un paquet d'aides de jeu. Et puis, c'est déjà pas mal. Hein. $40, 40 €, 200 pages, la fin de la campagne. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est compliqué. Mes joueurs ont beaucoup aimé. J'ai fait pas mal de réécritures. Pas des grosses réécritures, des petites choses. J'ai joué avec le compagnon qui modifie et qui renforce quand même, donne pas mal de peps à cette histoire. Il y a un gros problème, c'est que ce bouquin essaye de faire la jointure, oula attention je parle comme un développeur, essaie de faire la jointure entre d'un côté l'histoire originale, donc à savoir effectivement il y a un marteau à aller chercher dans un donjon, ce marteau va faire qu'on va affronter un démon majeur qui est Shara et tout, donc ça reste, mais de l'autre côté il y a des idées un peu originales où ils ont voulu accentuer l'idée de la guerre civile, où il y a toute une recherche en amont, où il y a plein de petites choses qui pourraient être assez cool, mais au final, on a une sorte d'enfant bâtard qui, à mon sens, ne remplit pas vraiment les promesses d'une toute nouvelle mouture. Tous les éléments nouveaux sont très chouettes. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé toute la partie justement où on se refait un peu Mort sur le Reich. Il y a un côté best-of en fait. Il y a un côté best-of, on se refait un best-of de Mort sur le Reich. On se refait un côté best-of de Mort sur le Trône avec toutes les séances de pourparlers d'investigation. On se refait un peu un mode best-of de l'ennemi dans l'ombre parce qu'à la fin, quand on arrive à Aldorf, il faut fouiller le palais, l'hôtel pour trouver qu'est-ce qui va pas. Par contre, il n'y a pas de Dracornu. Il n'y a pas de best-of sur le Dracornu parce que c'est pas nouveau. Enfin, c'est tout nouveau justement. Mais moi, personnellement, je sais pas, j'aurais aimé qu'il s'inspire de la version fanmade qui avait été faite, dont j'ai plus le nom, c'est pas l'Empire en ruine, c'est pas l'Empire en... je sais plus, mais ça avait un autre nom qui était assez intéressant, qui bossait plus sur la relation entre la guerre civile entre les Ulricains et les Sigmarites. Et là, ça fait... En fait, ce qui va vous refroidir, et ce qui m'a refroidi, c'est quand j'attendais avec impatience le PDF après le Racornu, et je l'ouvre, et qu'est-ce que je vois ? Je vois Gideon, quoi. Et je me dis, mais putain, sérieux, est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir Gideon qui est, au stade où on est, en plus vos joueurs ils sont sûrement à ce niveau-là, ils sont tous grands prêtres ou grands inquisiteurs ou je sais pas moi, maîtres épéistes. Ressortir Gideon, il y a des moyens plus subtils, plus sympas d'utiliser des avatars ou des créatures de Tsench, je pense notamment au Changelin qui est un peu pointé du doigt dans certains suppléments, mais il y a sûrement moyen de faire mieux. Je sais que moi Gideon, il l'attendait pas, donc c'était cool, parce qu'ils sont pas posé la question jusqu'à la fin. Mais moi, en tant que MJ, ça m'a pas enchanté. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. La fin était magnifique, vraiment. Moi, j'ai fait des trucs quand j'étais leur PNJ, quand à la fin, comme je dis, je le sens encore dans ma voix, mais quand on doit finir une histoire, c'est toujours un moment assez fort. Et ça en démord pas. C'est quand même une campagne qui a eu des difficultés. J'ai des joueurs quand même qui sont partis, tout ça. Mais je pense que c'est une campagne qui m'a fait, gagner en maturité d'une certaine façon. Après l'échec d'Orpheus, ça m'a permis un peu de me remettre en selle en ayant un cadre plus propre. Mais ça m'a beaucoup... Ouais, c'est vraiment une campagne... j'ai un très bon souvenir. Il y a encore je me souviens pas de tout, mais je sais qu'il y a vraiment des scènes que je trouve assez exceptionnelles. Ça peut être très bien l'attaque des fermes par les gobelins, que évidemment la garde partie du Grave, que toute l'enquête du Racornu au début de Mindenheim, où j'ai vraiment des trucs très très chouettes que j'arrive pas forcément à recanaliser dans la Symbaroum par exemple, où je trouve que la campagne est très belle par pas mal d'aspects, mais j'arrive pas à vous donner c'est plus l'enchaînement global des choses, l'histoire globale, un peu la Game of Thrones, où il y a des pions qui avancent, et c'est absolument génial, il y a des twists démentiels, mais je peux pas vous donner des morceaux de bravoure comme j'en ai vécu 13 à la douzaine là-dedans, quoi.
Et l'Empire en ruine en fait partie, parce que l'Empire en ruine, il y a quand même le siège de Stralsund qui est super chouette, la bataille du Rocher Scintillant qui est exceptionnelle, toute la partie dans les pas de Sigmar qui est très très chouette, et bien évidemment la remontée. Et je discuterai encore une fois, je pense quand même que le compagnon remonte le niveau, parce que le compagnon, avec notamment le siège de Stralsund dont je parle depuis... Pas Stralsund, le siège de Disdorf, dont je parle depuis très longtemps, et il y a moyen de faire un truc très très chouette, quoi. Donc voilà, Empire en ruine, encore une fois, c'est difficile de vous donner un avis concret. Si vous avez la V1, vous allez retrouver des éléments qui vont vous parler, et vous êtes peut-être un peu déçu. Si vous avez fait que la V4, bah là, je pense que ça va passer beaucoup mieux, mais vous aurez toujours l'impression qu'il y a des greffons qui sont faits, en fait, qu'il y a une sorte de checklist, pour que tous les éléments d'histoire qui viennent de la boîte d'initiation ou des épisodes précédents soient cochés, des fois au détriment, donc en fait, on gagne en cohésion, mais je trouve qu'on perd en termes de punchy, en termes de folie, en termes de choses où ils auraient pu vraiment s'éclater. Je compare au Roi Nu où ça finit quand même avec un canon qui tire sur Morslib, qui est absolument dément. Et comment on fait pour arrêter un canon qui tire de la Malpire avec des milliers de Skaven dans une tour? Je trouve ça assez génial. Mais ça reste quand même un très beau moment de jeu de rôle. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, de toute façon j'ai fait une vidéo sur les PNJ, je parle de pas mal de choses, je ferai une vidéo complémentaire sur les compagnons bien évidemment, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée sous la chaleur estivale. Allez, salut.